Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dispute en Doom, votre émission de débat, 1 heure de direct pour aborder une question brûlante, la gestion de l'eau en Nouvelle-Aquitaine. Un protocole unique en France vient d'être signé pour la création de retenues d'eau, principalement dans les Deux-Sèvres. On va vous expliquer tout ça, comment partager l'eau entre les citoyens, les agriculteurs, l'industrie ou encore les professionnels du tourisme. Et puis nous verrons également ce que nous payons pour notre eau potable et pour quelle qualité. Autant de questions avec mes 4 invités ce soir. Delphine Batteau, vous êtes Bonsoir. députée des Deux-Sèvres, également ancienne ministre de l'écologie. Thierry Boudot, bonsoir, vous êtes agriculteur dans les Deux-Sèvres et puis vous êtes vice-président de la coopérative de l'eau dans votre département. Jean-Claude Allouin, vous êtes référent eau pour l'association Vienne Nature Environnement. Et puis Benoît Biteau, conseiller régional PRG et agriculteur bio en Charente-Maritime. Bonsoir à tous les 4 et puis merci d'être là. Chers téléspectateurs, cette émission c'est aussi la vôtre. Vous qui nous regardez sur les box, sur internet et sur nos pages Facebook, n'hésitez pas à laisser vos remarques, à poser vos questions. Je serai votre porte-parole jusqu'à 22h10. Alors le point de départ de cette émission, c'est le protocole trouvé pour la création de 16 retenues d'eau, principalement dans les Deux-Sèvres, mais aussi dans la Vienne et en Charente-Maritime, objet de vives tensions entre les irrigants et les associations anti-bassines. Alors d'abord une question toute simple, pourquoi créer des retenues d'eau? Je vais vous poser la question à vous, Thierry Boudot, parce que vous avez travaillé sur ce protocole. Alors tout simplement, donc, juste en termes de mots, retenue d'eau, c'est ce qu'on appelle aussi retenue de substitution en termes techniques ou bassine. Pourquoi créer une retenue d'eau? Alors c'est une infrastructure qui est creusée dans le sol avec une bâche posée pour retenir l'eau. C'est un ouvrage qu'on remplit en hiver, en période de hautes eaux. De l'eau qu'on prélève dans la nappe ou la rivière, de préférence en haut de nappe, quand les nappes sont pleines, voilà, pour avoir le minimum d'impact possible. D'où le terme retenue de substitution, parce qu'en fait, c'est la substitution d'un prélèvement qu'on fait habituellement l'été, qu'on déplace en hiver. Cette eau, elle est stockée et réutilisée en été après, pour ne pas avoir à prélever dans le milieu et impacter. Alors stocker l'hiver pour redistribuer l'été, ça semble plutôt logique, Delphine Batteau? C'est un peu plus compliqué que ça. Ça dépend d'abord de la quantité d'eau qui est prélevée par rapport à la situation d'aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de prélèvements et que l'état de la ressource en eau, avant de la partager, il faut la préserver et il faut anticiper ce qui est en train de se passer avec le réchauffement climatique, c'est-à-dire une diminution de la ressource en eau. Donc on est au bout, aujourd'hui on est dans une impasse, au bout d'une logique en fait, surconsommation, un modèle agricole qui ne va pas. Et donc la question qui est posée, c'est quelle solution on déploie pour préserver la ressource en eau, pas seulement au travers d'une solution de stockage, mais reconquérir la qualité de l'eau, reconquérir la quantité d'eau. Ça passe par beaucoup de choses. D'abord planter des arbres, planter des haies, changer les pratiques agricoles. Sur les différentes pratiques. Le stockage, c'est un des éléments d'une stratégie d'ensemble qui doit se déployer à l'échelle d'un territoire pour organiser notre adaptation au réchauffement climatique, l'anticiper. Mais à 3 conditions, ça a toujours été ma position. 1, on diminue les prélèvements par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui, donc il y a moins d'eau pour l'irrigation. 2, on change les pratiques agricoles, moins de pesticides, on replante des haies, on protège la biodiversité. Et 3, l'eau est partagée entre les agriculteurs. Tout ça, on va le développer au cours de l'émission. Benoît Biteau, vous êtes proche de la Seudre, en Charente-Maritime. Il y a des retenues d'eau concernant votre territoire? Encore, il y a un projet pour 3 millions de mètres cubes qui répartit sur 9 retenues de substitution qui est actuellement en projet. Où là, on commence juste le travail, puisqu'on est sur un projet de territoire conformément à ce qu'on appelle le 11e programme, je ne veux pas être trop technique, mais où là, l'obligation d'un projet de territoire est imposée par un des principaux financeurs qui sont les agences de l'eau. En l'occurrence, là, c'est l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Et donc, ce projet de territoire doit effectivement permettre l'émergence de retenues de substitution, mais et ça rejoint complètement ce que vient de dire Delphine, c'est que ça ne peut pas être la solution unique et universelle. C'est-à-dire que c'est une partie de la réponse, effectivement sur fond de changement climatique, mais qui nécessite une approche globale de territoire
a fortiori sur un périmètre où, à l'estuaire de la Seudre, on a une activité authentique, emblématique, qui rayonne dans le monde entier, qui est l'huître de Marennes-Oléron, et qui est directement conditionnée par la bonne gestion quantitative et qualitative de l'eau. L'huître a besoin de l'eau de mer et aussi de l'eau douce. Vous, Jean-Claude Allouin, vous êtes entré dans Vienne Nature Environnement il y a 2 ans, et justement à cause des projets de retenue. Oui, alors, dans le bassin du Clin, il y a un très important projet de 41 bassines pour 11 millions de mètres cubes. Et donc, ce sont des volumes très, très importants. Et on peut pas se rendre compte sans essayer de concrétiser un petit peu. 11 millions de mètres cubes, ça correspond à 7 fois et demi le barrage de Sivins. Ça correspond à la moitié du barrage du lac de Vassivière, si vous voulez. C'est 6 fois le lac de Saint-Cyr, c'est 2 fois et demi tous les étangs et les lacs de la Vienne. Donc c'est un projet qui est gigantesque, si vous voulez. Oui. Alors, ce projet, il n'a pas été organisé, il est très ancien, si vous voulez. L'origine remonte à 2000, et il n'a pas été discuté, il n'a pas été négocié, et il n'y a pas eu de véritable projet de territoire avant. Alors justement, on va parler d'une négociation concernant le protocole dans les Deux-Sèvres. Il a été signé après 2 très longs mois de négociations et de manifestations aussi. Il y avait des tensions le jour même de la signature en préfecture des Deux-Sèvres. C'était mi-décembre. Regardez le reportage de Frédéric Carteau et de Sébastien Ondelat pour France 3 Poitou-Charentes. Vous gardez quoi, le pognon? Des manifestants remontés, une ambiance et des échanges avec la police de plus en plus tendus à l'approche du rendez-vous fixé par la préfète. Un homme a d'ailleurs été interpellé. Pour les anti-bassines, il fallait à tout prix empêcher la signature de ce protocole. Une centaine de membres du collectif Bassines Non Merci s'étaient donné rendez-vous très tôt ce matin devant la préfecture pour bloquer l'ensemble des accès. C'est par une porte dérobée que les signataires du protocole sont entrés dans la préfecture. Rapidement repérés par les manifestants, c'est sous des huées qu'ils ont traversé la cour intérieure. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ce protocole ne sont pas autour de la table. Mais quelle est cette démocratie? Quelle est cette représentation préfectorale qui dit un tel peut participer au dialogue, tel autre ne peut pas participer au dialogue? On n'est plus en démocratie, c'est pas possible. Le protocole d'accord sur la création des 16 réserves pour l'irrigation a été signé en fin de matinée. 13 acteurs du dossier au total ont permis la validation de ce projet qui, en contrepartie, impose aux agriculteurs des pratiques agricoles plus environnementales. Ce genre d'exercice, c'est toujours un compromis. Donc, moi, je constate quand même qu'il y a un grand nombre d'associations environnementales, donc les porteurs de projets, les collectivités territoriales qui soutiennent ce protocole. Je parle, moi, au titre de Mosée-sur-le-Mignon, terre agricole, terre d'élevage et de céréales. C'est moi, maire, qui vais m'opposer à un projet comme ça d'emblée. Non. En plus, je n'avais aucune contrainte. Il n'y a pas eu d'expulsion, il n'y a pas eu de pression. Un comité scientifique va être installé. Il devra permettre de fixer les engagements de chacun dans ce projet. Pour l'heure, aucun calendrier n'a été communiqué. Les manifestants sont restés aux abords de la préfecture jusqu'en début d'après-midi. Alors Delphine Batho, vous avez soutenu ce protocole alors que vous étiez contre dans les toutes premières manifestations. Non, excusez-moi, non. Alors, en tout cas, vous avez été hué ce jour-là. Mais... Comment vous l'avez vécu? J'ai combattu depuis 10 ans sur la position que j'ai exprimée tout à l'heure. Réduction des prélèvements, exigence agroécologique, partage de l'eau entre agriculteurs. J'ai été la première à avoir pris position en 2017 contre le projet initial en Deux-Sèvres. J'étais à l'origine comme ministre du moratoire sur les retenues de substitution, de l'interdiction du barrage de Sivins. On s'est battu avec les citoyens, avec les maires des communes, avec la Fédération de pêche, avec Deux-Sèvres Nature Environnement, avec la coordination de défense du Marais Poitevin, avec des collectifs citoyens aussi. Et ce combat a abouti et a marqué une première étape qui a obtenu des avancées qui sont historiques. Et donc, c'est ce qui est dans le reportage, là. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Pourquoi la Fédération de pêche des Deux-Sèvres, qui se bat depuis 30 ans pour la politique, pour la qualité de l'eau dans les Deux-Sèvres? Pourquoi la coordination de défense du Marais Poitevin? Pourquoi Deux-Sèvres Nature Environnement? Pourquoi moi, nous approuvons ce protocole?
Parce qu'il est bon. Il n'y a pas d'autre raison. Et celui qui s'est exprimé, soi-disant au nom des opposants, qui est un des porte-parole des Verts, eh bien, en fait, si vous voulez, le collectif citoyen initial, aujourd'hui, beaucoup de ceux qui étaient dedans n'y sont plus. Beaucoup de ceux qui étaient dedans sont signataires du protocole, comme par exemple l'association Le Curé à Husso. Quelles sont les avancées justement qui ont permis de revenir? Et là, je voudrais laisser la parole à Thierry Boudot, parce que c'est lui qui a écrit le protocole en partie. Du coup, il y a eu quand même de nombreuses avancées de la part des irrigants. Il y a trois choses fondamentales. La première, c'est qu'au point de départ, on avait un projet qui augmentait le volume d'irrigation. Ben là, on a un projet qui le réduit par rapport à la situation actuelle et qui baisse les prélèvements de 40% en été et qui les diminue par rapport à ce qu'ils étaient. Et ça a été possible parce que nous avons eu pour les Deux-Sèvres quelque chose qui n'a pas lieu actuellement dans la Vienne, c'est qu'on a eu les vrais chiffres, si vous voulez, parce qu'on est dans un débat où les chiffres sont bidons. Alors, ça, c'est la première chose. Sur cet argument-là, est-ce que ça a été facile à faire passer auprès des agriculteurs irrigants en disant, voilà, on avait un projet à 16 millions de mètres cubes, on va passer à 12,7 ? Alors, juste une petite précision. Déjà, je n'ai pas écrit le protocole. Vous avez beaucoup travaillé dessus. Bien sûr. Oui, non, mais j'étais partie prenante comme d'autres. C'est Madame le Préfet qui était, bien sûr, à la manœuvre. Par rapport à votre question sur le volume, alors, l'historique consommé de ce bassin, la situation initiale, c'est 24 millions de mètres cubes. Alors, c'est vrai que c'est antérieur. Hein. Il faut remonter aux années 2003-2004, mais c'est une réalité de prélèvement. Et le projet initial que l'on proposait était à 16,8 millions de mètres cubes, avec une partie prélevée en hiver. Et l'achoppement pour l'accord pendant la médiation, le point d'achoppement premier, c'est le dimensionnement du projet et le volume donc dédié au projet hiver et été à 12,7 millions de mètres cubes. Et ça, comment vous avez passé la pilule auprès des autres irrigants? Alors, en effet, c'est une pilule. Simplement après, c'est juste pour donner un peu l'état d'esprit dans lequel ça se passe. On est là dans quelque chose qui s'est passé sur notre territoire, le protocole est inédit en France, mais ce qui s'est passé sur notre territoire est inédit et nouveau. Le débat sur l'eau, il est ancien, hein, il y en a toujours eu. Il y avait déjà du débat au moment de la création des deux barrages des Deux-Sèvres qui sécurisent aujourd'hui une partie de l'eau potable et l'étiage du Marais Poitevin. Il y avait déjà du débat là-dessus. Heureusement qu'on a fait ces ouvrages. Moi, depuis que je suis installé et que je m'occupe du dossier de l'eau, ça fait 20 ans, j'ai toujours connu le débat. Un autre élément de contexte, on est sur un territoire très dense en associations environnementales et avec une attente environnementale très forte, parce qu'on est aux portes du Marais Poitevin. C'est le territoire qui alimente la deuxième zone humide de France. Et donc, il fallait un moment... parce qu'en fait, ce projet-là a passé en enquête publique, a eu une autorisation et après a vu une controverse et de l'opposition. Donc il fallait un moment se mettre dans l'idée que pour avancer sur un territoire, il faut sortir des postures et il faut être capable de part et d'autre de sortir de ces idées habituelles et de se dire il faut aller plus loin et effectivement faire accepter et vendre aux agriculteurs qu'il faut encore baisser et passer à 12,7 millions, c'est extrêmement compliqué. On va arriver aux autres arguments, Delphine Batho. Simplement sur les projets de la Vienne, est-ce qu'en baissant le volume, est-ce que ça pourrait vous intéresser? C'est très difficile d'avoir les chiffres. On a fait, nous, un très gros travail à partir des dossiers déposés par les irrigants. On a pris ce qu'ils donnent, ce qu'ils avancent comme consommation intérieure, parce que normalement, les réserves doivent avoir un volume maximum à 80% de la consommation antérieure. Et ils avancent des chiffres. On a repris tous les chiffres, parce que les consommations par point de prélèvement sont disponibles sur le site de l'Agence de l'eau. Donc on a repris tous les chiffres et on aboutit à au moins 20% d'augmentation, voire plus à certains endroits, dans certains sous-bassins, c'est 40% d'augmentation. Donc, à travers ce projet de bassine de réserve de substitution, en réalité, ils veulent augmenter la quantité d'eau dont ils vont pouvoir disposer. D'accord. Je donne juste un chiffre. À l'heure actuelle, prélèvements estivaux, c'est aux alentours de 18 millions de mètres cubes. Les réserves de substitution, c'est
à peu près 10 millions d'euros. Donc ils veulent augmenter à peu près de moitié. Et il n'y a pas moyen de leur en faire des morts. C'est des filous, les dirigeants, c'est ça? Non, juste rappeler un point réglementaire. Moi, je ne permettrai pas de juger d'autres projets. Nous, on est allé très loin sur notre dossier sur les Deux-Sèvres parce que c'est notre territoire et l'histoire le voulait comme ça sur notre territoire. Mais tous les projets qui sont posés en Poitou-Charentes sont sur le principe de substitution. Et donc, c'est cadré avec l'agence de l'eau pour qu'il n'y ait pas de nouveaux prélèvements par rapport à l'antériorité. Donc, et si on se base sur des chiffres faire une gonflés, entourloupe pour augmenter un volume de 40%, non. On est quand même sur des territoires où les prélèvements ont été diminués. Non, c'est sûr. Hein. On a repris tous les chiffres qu'on peut avoir sur l'agence de l'eau. Je ne vois pas quelles sources on peut avoir d'autres. Et on n'aboutit pas du tout aux chiffres qui sont les leurs. Benoît Buteau, vous voulez intervenir? Ah oui. Alors, moi, c'est pas contestable qu'il y ait des avancées sur le protocole qui a été proposé. Ça, je l'ai dit publiquement lors de mon intervention à la séance plénière de la région. Je suis d'accord avec Thierry quand il dit qu'il faut sortir des postures d'un débat caricatural contre l'irrigation, contre le stockage. On ne peut pas remettre en cause l'intérêt de l'irrigation pour certaines productions agricoles, et comptez pas sur moi pour dire le contraire, de l'opportunité du stockage dans certaines situations où effectivement la situation est trop déficitaire pour pouvoir s'appuyer sur la ressource disponible en été pour irriguer des cultures qui en été pour en avoir besoin. En revanche, quand on parle de substitution, et c'est là où je diverge un peu de l'analyse, c'est qu'on part d'une situation, même si effectivement, Thierry l'a dit, il y a eu des réductions depuis le début des années 70 où on a commencé à irriguer à tout va. Quand on parle de substitution, on part d'une situation où l'agriculture a commencé par ne pas respecter le code de l'environnement qui dit que la priorité 1, c'est d'abord la fourniture d'eau potable, 2, le bon état des milieux aquatiques, et quand on parle du Marais Poitevin, on doit s'attacher au bon état du milieu aquatique, et 3, seulement ce qu'on appelle l'eau économique, à laquelle appartient l'irrigation. Et là, ce qui s'est passé depuis le développement de l'irrigation à la fin des années 70 a tordu le cou à ce code de l'environnement et aux priorités qu'il énonce. Et quand on parle de substitution, on considère, même s'il y a eu des réductions, mais qui ne sont pas suffisantes, qu'on peut continuer à prélever dans des proportions qui ne respectent pas ce code de l'environnement, dans des proportions qui font que la substitution est considérée comme une bonne chose, parce qu'on prélève en hiver pour utiliser en été, mais on reste sur des volumes qui sont beaucoup trop élevés pour respecter le code de l'environnement. Je vois que tu veux intervenir, Delphine, mais j'ai fini. Et donc ça me paraît important de le rappeler. Après, moi, les positions que j'ai sur ce protocole, rapidement, d'abord sur la forme. Pour avoir travaillé, parce que j'ai longtemps siégé au comité de bassin Adour-Garonne, je siège encore au comité de bassin Loire-Bretagne, qui est le principal financeur des projets en Deux-Sèvres, les membres du comité de bassin, ce qu'on appelle le Parlement de l'eau, ont fait tous le constat que les dispositifs qu'on mettait en avant sur le 10e programme des agences de l'eau n'allaient pas assez loin, n'étaient pas assez ambitieux en termes de projet de territoire, qu'il fallait, dans le 11e programme qui est en place depuis le 1er janvier 2019, aller plus loin dans ce qu'on appelle un projet de territoire et associer, au-delà des irrigants eux-mêmes directement concernés par l'usage de l'eau en agriculture, associer les autres acteurs de l'eau, ce qui n'est pas le cas dans le 10e programme. Et ce qui m'a gêné, moi, dans le protocole, c'est qu'on se précipite à signer avant la fin de l'année 2018 pour rester dans les logiques du 10e programme et ne pas tenir compte, des avancées et donc des décisions qui ont été prises dans le cadre du... Ça veut dire que vous n'avez pas été assez exigeante, Delphine Bateau? Je finis, après je sais que Delphine va réagir là-dessus. Je siège également au conseil de gestion du parc naturel marin. Dans une logique de projet de territoire, j'ai parlé tout à l'heure, quand on a évoqué la Seudre, de l'activité ostréicole à l'estuaire de la Seudre. À l'estuaire de la Sèvre niortaise, on a une autre activité emblématique qui s'appelle la moule de Bouchot, par exemple, à Charon. J'ai du mal à comprendre, alors que quand on regarde ce qui se passe sur la mer d'Iroise, par exemple, où des projets sur les bassins versants peuvent impacter les activités primaires en mer, j'ai du mal à entendre que ce protocole n'ait pas été soumis à ce qu'on appelle l'avis conforme du conseil de gestion du parc naturel marin, pour qu'on vérifie effectivement que tous les acteurs concernés par le projet le valident bien. Et puis le dernier sujet, j'ai terminé. Le dernier sujet, c'est qu'effectivement, il n'est pas contestable qu'il y a des avancées dans les pratiques agricoles, sauf que malheureusement, on continue de s'attaquer aux conséquences du changement climatique. Or, l'agriculture, qui est la première victime du changement climatique, et c'est pour ça qu'on a besoin de retenue de substitution, qui est aussi coupable du changement climatique, qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, peut aussi être la solution
au changement climatique. Et pour qu'elle soit la solution au changement climatique, il faut aller au-delà de ce qui est proposé aujourd'hui dans le protocole pour qu'elle soit la solution au changement climatique et donc s'attaquer vraiment à la cause du changement climatique et donc de la pénurie d'eau. Changer radicalement, c'est dans votre manifeste écologie intégrale, Delphine Batho, et donc pourtant, vous avez accepté ce protocole. Alors, il y avait moins d'eau. Ah ben, je sais pas, justement, vous allez nous expliquer pourquoi. Quels sont les autres arguments qui vous ont fait changer d'avis? Pas pourtant, je n'ai pas changé d'avis. Avant 2017 et avec l'appui. Excusez-moi, non. Je n'ai pas changé d'avis. Je mène depuis 10 ans un combat que je continue. Je soutiens le combat contre le projet de la Vienne aujourd'hui qui est saucissonné en 5 enquêtes publiques différentes alors que c'est sur le même bassin et qui n'a pas de baisse des volumes, n'a pas de conditions agroécologiques, n'a pas de partage de l'eau entre les agriculteurs. Je me bats tous les jours aujourd'hui contre le projet de COSAD où l'état de droit, la loi sur l'eau est violée de façon honteuse sans que le gouvernement de la République française ne fasse respecter, y compris par la force publique, le droit. Et effectivement, dans les Deux-Sèvres, alors nous sommes peut-être le petit village d'Astérix, nous avons mené un combat et il y a quelque chose qui a changé. Il y a 2 choses qui ont changé. Donc d'abord les chiffres, c'est-à-dire que les chiffres étaient faux et nous avons eu les vrais chiffres à partir desquels, par rapport à ce que disait Benoît, nous avons non pas figé une situation actuelle par rapport à l'irrigation, mais nous avons décidé de diminuer les prélèvements. Donc ça, c'est un premier point qui est extrêmement important. Et pour l'anecdote, par rapport au débat sur les chiffres, dans l'inspection qui a été faite sur les vrais volumes prélevés dans les Deux-Sèvres, au hasard du travail, il a été découvert une erreur sur 2 millions de mètres cubes par l'agence de l'eau, ce qui est quand même pas mineur, qui n'est pas anecdotique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est les obligations agroécologiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un mécanisme où ça se base sur le volontariat des agriculteurs. Le mécanisme du protocole, c'est un mécanisme de nature réglementaire qui dit, pour avoir de l'eau, il faut planter des haies, il faut faire des bandes enherbées, il faut diversifier ses assolements, il faut être donc dans une stratégie de reconquête de la biodiversité. On va faire, avec les scientifiques, avec les experts des associations, un schéma directeur de la biodiversité. Et les irrigants qui refusent de s'engager dans ces obligations n'auront plus d'eau au bout de 3 ans. Et les agriculteurs qui prennent des engagements et qui ne les tiendront pas verront leur volume d'irrigation diminuer. Et nous avons eu, par rapport à ce débat-là, qui est fondamental par rapport à ce qu'est aujourd'hui l'exigence des citoyens, notamment sur la diminution et la sortie des pesticides, sur les haies, ces paysages, si vous voulez, d'aller vers une augmentation de la température de 2 degrés, des sécheresses, etc., sans remettre des haies partout, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc c'est très important. Et nous avons la particularité en Deux-Sèvres, et je pense que c'est une situation différente du climat de tension qui règne en Charente-Maritime ou de ce que peut être la situation dans la Vienne. Nous avons trouvé une partie du monde agricole qui a bougé, c'est-à-dire qui était prête à s'engager dans cette voie-là. On a aujourd'hui une ferme toutes les 4 jours dans les Deux-Sèvres qui demande sa conversion à l'agriculture biologique. On a des coopératives agricoles qui sont en train d'accompagner les conversions à l'agriculture biologique. Et donc, c'est ce moment aussi qui a permis, si vous voulez, d'arriver non pas à un consensus, mais d'arriver à un accord pour l'intérêt général du territoire, que moi je soutiens comme militante écologiste, parce qu'il est bon et qu'il va dans le bon sens et qui nous fait avancer. Alors on voit le consensus dans les Deux-Sèvres. Vous parliez des tensions en Charente-Maritime et dans la Vienne. Il y a pire, il y a Lot-et-Garonne. Vous parliez aussi donc de ce projet du lac de Caussade. C'est un projet qui est porté par la Chambre d'agriculture et par la coordination rurale. Il a été autorisé et puis interdit par la préfecture, mais le chantier se poursuit quand même. Explication avec Jean-Michel Daguenet et Benoît-Pierre Morin de France 3 Aquitaine. Ce matin, une dizaine d'engins s'affairaient sans relâche pour creuser le lac de Caussade. En juin dernier, un arrêté préfectoral autorisait ce chantier. En octobre, un autre arrêté suspendait les travaux qui donc aujourd'hui se poursuivent en toute illégalité. Une plainte de France Nature Environnement et de la Cépanlogue devant le tribunal administratif de Bordeaux donne au préfet de Lot-et-Garonne et de la région la possibilité de recourir à la force publique pour placer sous scellé les engins de chantier. Malgré tout, le lac de Caussade reçoit le soutien de nombreux élus, dont le maire de la commune. Moi, je ne vais pas leur interdire.
C'est tout. Moi, je dis qu'ils ont raison. Ils font le forcing. Et puis voilà, c'est comme ça peut-être qu'ils arriveront à quelque chose. Les préfectures de Lot-et-Garonne et de la région n'ont pas souhaité répondre à nos questions, pas plus que les responsables du projet du lac de Caussade, qui appellent cependant leurs adhérents à se mobiliser en cas d'intervention de la force publique. Pendant ce temps-là, les travaux continuent. Voilà, justement, les gendarmes sont intervenus ce matin, mais ils n'ont pas pu poser des scellés sur les engins car ils avaient 300 agriculteurs face à eux. Le chantier se poursuit donc. C'est un coup de force là quand même de la part des agriculteurs. Oui, c'est un coup de force. Alors évidemment, on peut pas. Moi, je veux pas trop commenter des collègues ou des agriculteurs. Par contre, je peux commenter le fait qu'à un moment, on peut pas faire des travaux quand une interdiction est prononcée. Ça, on peut pas le cautionner. En même temps, on est quand même. Ça met en évidence un contexte français et général du fait que pour mener des projets comme ça, c'est quand même compliqué. Le délai dont on parlait tout à l'heure pour aboutir à quelque chose chez nous dans les Deux-Sèvres, quand on arrivera à terme, ce sera 10 ans. Ça pose question. Alors, moi, je dirais que qu'est-ce qu'on peut retenir de ça et de l'expérience qu'on vit en Deux-Sèvres? Il faut peut-être maintenant se poser la question, quand on emmène des projets, en tout cas, nous, c'est l'analyse qu'on en fait. On l'a fait au départ, comme beaucoup, on a une approche verticale et réglementaire. On a parlé tout à l'heure de l'Agence de l'eau et d'un cadre qui était défini pour faire ces projets. Ça, c'est important, il faut le respecter. Maintenant, nous, l'expérience qu'on vient de vivre en Deux-Sèvres, sur notre territoire, c'est que pour mener des projets comme ça, il faut avoir une approche transversale. Sur des enjeux environnementaux, des projets d'une taille comme ça, avec un enjeu environnemental très fort, l'approche transversale, avec tous les acteurs du territoire, est indispensable. Voilà ce que j'en retiens. Après, il faut quand même s'interroger sur les délais et l'énergie que ça demande pour mener des projets comme ça. Et c'est pas étonnant qu'à un moment, il y en ait qui veulent aller plus vite que le cadre prévu. Benoît Biteau, vous vouliez réagir sur le lac de Caussade? Oui, parce que faut remettre... Enfin, moi, j'aime bien revenir aux fondamentaux. Il faut remettre les choses à l'endroit. C'est-à-dire que là, on est sur un projet de stockage d'une ressource qui s'appelle l'eau, et qui, dans l'article 1 de la loi sur l'eau, dit que c'est un bien commun. Et là, on a une minorité de la population, parce qu'il faut dire les chiffres. Hein. Le monde agricole, aujourd'hui, ça représente plus que 3% de la population. Alors, pour des raisons X ou Y, mais entre autres parce qu'ils se sont bouffés entre eux, ça c'est un autre débat. Si, ça existe aussi. Et aujourd'hui, seulement 10% des agriculteurs sont des irrigants, c'est-à-dire que c'est une minorité d'une minorité qui aujourd'hui a recours à l'accès à l'eau. Oui, c'est plus que ça, mais c'est une donnée moyenne sur Nouvelle-Aquitaine. Donc 10%, et donc il y a un travail, et on peut saluer ça, hein, un travail de tentative de remettre les choses à l'endroit par rapport à la bonne utilisation de l'eau en respect du code de l'environnement que j'ai cité tout à l'heure. Mais quand on a des coups de force comme ça, on voit bien cette volonté de confisquer un bien commun qui s'appelle l'eau par une minorité et donc qui trahit à la fois la loi sur l'eau et le code de l'environnement. Et puis, moi j'aime bien avoir, je suis le chantre un peu de bon usage de l'argent public, moi j'aime bien avoir à côté de l'oreille tout le temps une petite musique qui me dit argent public, argent public. Et que ce soit l'agriculture, sans parler d'irrigation, on a affaire à une activité qui perçoit beaucoup d'argent public. Et les irrigants ont été les grands bénéficiaires de la distribution de l'argent public via la PAC depuis 1993. Et là, on est sur des projets, et là je ne parle plus forcément de Caussade, globalement les projets liés au stockage de l'eau, qui sont financés par 70% d'argent public. Ce qui n'est pas le cas de Caussade. Non, ce qui n'est pas le cas de Caussade, c'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit. Mais parce que l'argent public, c'est aussi une forme de contrôle public et d'intérêt public. On est d'accord, Delphine. Donc Caussade, c'est intéressant parce que ce n'est pas il n'y a pas de projet de territoire. Les circulaires sont pas respectés, l'état de droit n'est pas respecté et il n'y a pas de financement de l'argent. C'est pour ça que j'ai commencé par l'eau est un bien commun, c'est-à-dire que argent public ou pas, de toute façon, l'eau est un bien commun et même si le projet est financé par. Oui, mais ce que je veux dire, Benoît, derrière ça, c'est que dans le débat, moi je considère que pour qu'il y ait argent public, il faut qu'il y ait intérêt public et que ça corresponde à un intérêt général. Mais c'est révélateur aussi d'une chose, c'est que si on ne trouve pas des bonnes solutions qui correspondent à l'intérêt général, on va voir ce type de situation se multiplier avec des financements publics, privés, avec des financements privés qui n'auront rien à faire de l'état de droit, rien à faire de la puissance publique, rien à faire de la demande des citoyens.
Mais la réciprocité est fondamentale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met beaucoup d'argent public, il faut qu'il y ait cette réciprocité. Il y a une exigence. Et voilà, et donc il y a une sorte de contrat moral avec la société, avec le contribuable. Plus qu'un contrat moral. C'est plus qu'un contrat moral, tu as raison. Et dans cette bonne orientation de l'argent public, si je puis dire, il faut savoir pousser les curseurs au bon endroit. Et moi, c'est un point de discorde avec Delphine et Thierry, c'est que j'aurais aimé qu'avec cet argent public-là, on pousse peut-être un peu plus loin encore le curseur d'une transition agricole. Sur quoi, voilà. Sur quoi Prends un exemple concret. Prends un exemple concret. Je prends un exemple concret. Je prends un exemple concret. On a parlé des pesticides tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai parlé aussi de l'agriculture qui pouvait être la solution au changement climatique. Aujourd'hui, les scientifiques du monde entier nous disent que si on mobilise toutes les surfaces agricoles sur l'augmentation de 4 pour 1000 du taux de matière organique des sols agricoles, on est en capacité de séquestrer 80% de toutes les émissions de gaz à effet de serre produites par les activités humaines. Et donc, oui, mais pour que ça soit possible... Le protocole, il prévoit laisse-moi finir. Des diminutions de 50%. Une question pour concrète. atteindre ce 4 pour 1000, il faut que les sols soient en vie. Or, aujourd'hui, des sols en vie, même avec un peu de pesticides, ils ne sont pas suffisamment en vie pour atteindre les 4 pour 1000. Une question concrète, s'il vous plaît. Une question concrète, parce qu'il faut que tout le monde parle sur le plateau. Le projet de 16 retenues d'eau, combien ça coûte? Qui va payer? Alors, si on peut finir sur les pesticides. On va y revenir juste après, si vous voulez bien. Donc, tant qu'on parle de financement, le coût initial du projet de base, c'est 60 millions d'euros. Tout compté, participation des agriculteurs comprise. Je tiens à rappeler que les agriculteurs ont financé 30%. Et donc là, on va être plutôt proche de 50 millions d'euros. Le coût n'est pas finalisé puisque le projet doit être remodélisé suite à l'accord. Par rapport au financement public, on est d'accord sur le fait qu'il faut que ce soit des projets pour l'agriculture de demain et les agriculteurs de demain et pas l'agriculture d'hier. Une fois que j'ai dit ça, on est dans un cadre, nous, le cadre qu'on a posé, ça va rejoindre des choses qui ont été dites, ça s'appuie sur trois idées fortes. La première, c'est économiser. La deuxième, c'est protéger. Et la troisième, c'est partager. Économiser pour dimensionner des projets à la réalité du territoire, quelle soit la réalité du contexte hydrologique ou la réalité du besoin agricole. Économiser, protéger l'eau, parce qu'il c'est la même eau qui est concernée par la qualité et la quantité. Et partager, puisqu'on est... il va falloir demain faire mieux avec moins d'eau, pour plus d'agriculteurs. Jean-Claude Allouin, est-ce qu'ils ont ce discours-là, les irrigants dans la Vienne, que vous pouvez croiser dans les réunions? Ils en sont très très loin. La commission locale de l'eau a élaboré un SAGE. Et dans le SAGE, il y a un certain nombre de dispositions. Et si on veut... Schéma d'aménagement de gestion de l'eau. Oui. Schéma d'aménagement de l'eau, merci. Et donc, il faut prévoir ce qui va être fait. Et au départ, il était prévu, pour toutes les activités, eau potable et eau économique, il était prévu qu'il y ait un programme d'économie d'eau. Il a été impossible de maintenir le terme d'économie dans le document. Les irrigants ont fait pression pour qu'on mette simplement l'optimisation. Ils ne veulent absolument pas qu'il y ait... Ah non, c'est pas pareil. Ils ne veulent absolument pas qu'il y ait... Ils ont chiffré ce qui les intéresse. Alors, je voudrais ajouter qu'il n'y a pas que du maïs, mais il y a quand même principalement du maïs. Et je voudrais donner des éléments un peu plus généraux. J'ai trouvé un article issu d'une conférence à l'Académie d'agriculture de France. Et l'auteur se pose la question de l'irrigation en France. Il fait le tour de tous les bassins. Et puis à la fin, il arrive, il dit, on peut toucher à Charente. Il y aura toujours des problèmes. Parce que, un, il n'y a pas de fleuve à gros débit. Et deux, il y a des nappes qui ne sont pas très importantes. On n'est pas au pied de la montagne. Donc, alors justement, voilà. Ça, c'est une question fondamentale quand on parle des réserves d'eau. La deuxième précision que je vais apporter, c'est que depuis quand est-ce qu'il y a du maïs en Poitou? Je peux répondre là-dessus. Oui, c'est du maïs population. C'est depuis... Oui, il y en avait, mais oui, bien sûr. Mais du maïs... alors, je peux poser des questions différentes. Depuis quand est-ce qu'il y a de l'irrigation à ce niveau en Poitou? Mais c'est depuis que Bruxelles, que la PAC a subventionné les cultures irriguées. Et donc, elles se sont développées à partir de ce moment-là. Et on a retourné les prairies pour faire des céréales.
parce que c'était subventionné. Et c'est une agriculture qui s'est développée comme ça et qui ne peut fonctionner que si elle est subventionnée. Ils ont été subventionnés au départ. Aujourd'hui, ils redemandent des subventions parce que pour le bassin du Clin uniquement, hein, le projet, c'est 72 millions d'euros. Total. 50 pour les agriculteurs. Si je divise... Quand on parle de cette thématique des retenues d'eau, il faut effectivement se poser la question derrière du modèle agricole. Et ça veut dire qu'il faut changer, alors notamment en Poitou-Charentes, où on a juste des difficultés d'approvisionnement en eau. Que changer? Sur le maïs, par exemple, pour essayer de répondre à M. Halluin, le maïs est une plante... moi, je retrouve dans la bibliographie des traces du maïs très loin dans la culture agricole de Poitou-Charentes. Le sujet, c'est que on ne peut pas parler du maïs en 2019 comme on en parlait il y a 100 ans. C'est pas la même génétique, c'est pas la même ressource génétique. Effectivement, les semenciers ont mis au point des ressources génétiques très productives, mais qui, pour atteindre ce niveau de productivité et donc le potentiel génétique de ces variétés-là, nécessite beaucoup d'apports d'eau, nécessite beaucoup d'azote, et donc ça impacte aussi la qualité de l'eau, et nécessite une protection par les pesticides. Et donc moi je dis, et je reviens sur mon curseur d'évolution des pratiques, et Delphine a lancé une des solutions. Moi je dis qu'il y a une alternative au maïs tel qu'il est utilisé aujourd'hui, y compris sur notre zone, qui s'appelle le maïs population, qui est un autre maïs qui permet de réussir avec des niveaux de productivité qui sont tout à fait honorables, sans avoir recours massivement à l'irrigation. Mais c'est beaucoup plus rentable parce que l'agriculteur retrouve son autonomie semencière, son autonomie génétique avec des coûts de production extrêmement plus faibles et qui ne crée plus cette dépendance à l'eau. Donc là, ça devient manichéen. D'un côté, on a un cercle vicieux avec la ressource génétique qui est proposée par les semenciers, et de l'autre côté, ça devient un cercle vertueux où l'agriculteur retrouve son autonomie génétique, son autonomie semencière, avec beaucoup moins de ce qu'on appelle les intrants, donc de pesticides, d'engrais et surtout d'irrigation. Et donc, on a une réponse par rapport à l'eau. Vous vouliez répondre? Juste apporter une remarque sur ce qui vient d'être dit et quelques éléments. Quand on dialogue pas et qu'on ne se connaît pas, on tombe beaucoup dans la caricature ou la facilité. Enfin voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, d'abord par rapport à mes collègues de la Vienne, on échange quand même, parce qu'on partage des expériences et on n'est pas sur les mêmes territoires, mais on échange des idées et ils font pas n'importe quoi. Comme sur notre territoire, le maïs, parce qu'on parlait du maïs, c'est vrai que ça a une part importante dans l'assolement qui est irrigué, il ne faut pas le négliger. Par contre, elle est en baisse, elle est en forte baisse. Sur notre territoire, c'est une baisse de moitié. La moitié, moins de 50% en 10 ans. Donc il se passe des choses. Les assolements sont en train d'évoluer, de se diversifier. Et en fait, derrière l'eau, on est en train de se rendre compte sur notre territoire, on s'en rend compte, c'est démarré, et on va l'accentuer, que l'eau est un accélérateur de mutation du modèle agricole. C'est pas faux. Il y a une baisse de la part maïs. C'est au profit d'une diversification pour faire des protéines qu'on est autrement obligé d'importer. C'est quand même pas idiot de faire un soja de pays non OGM sur le Niortais plutôt que de l'importer du Brésil, dont on sait les causes que ça a. Il y a plusieurs exemples comme ça. Ça, c'est quelque chose en route qui va s'accélérer. Aussi, parce que vous, par exemple, vous êtes passé à un autre système. Avant, c'était avec la Alors, rouleau. Maintenant, c'est la manière au goutte à goutte. Il y a plusieurs techniques qui sont adaptées en fonction des situations. Si on est une agriculture de polyculture élevage, des cultures spécifiques avec du goutte à goutte. Et juste pour finir sur l'évolution des surfaces, en Vienne aussi, ça bouge. Le modèle agricole bouge. Il bouge partout. Sur notre territoire, on a expertisé à peu près 4% d'agriculteurs en agriculture biologique et 6% chez ceux qui irriguent. La perspective avec le projet, c'est de monter à 20%. Alors à l'échelle d'un peu plus de 10 ans. Dans un groupe de travail, dans un groupe de travail qu'on a eu, on a eu un échange là-dessus où on nous a fait la remarque de dire 20%, mais pourquoi pas 40 ou 50, c'est pas assez. On est d'accord. Alors je continue mon explication parce qu'il faut pas. Il y a des acteurs, dont des acteurs majeurs, même dans la filière agriculture biologique, qui partagent ça aussi. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut augmenter la production. Il y a une demande, il faut y répondre. Il faut y répondre. Il ne faut pas aller plus vite que la vitesse à laquelle se structurent des filières pour que cette production en agriculture biologique soit contractualisée. C'est pour ça que je parlais sur une génération d'un potentiel de 20%, peut-être plus par endroit. Je parle d'une moyenne.
Moi, sur ma propre CUMA, donc on utilise du matériel agricole en commun sur 2 villages. C'est assez inédit. On va passer à presque 50% de la CUMA en agriculture biologique en quelques années. Enfin, ça, c'est factuel. Il se passe des choses. Mais en Vienne aussi. Donc, à un moment, moi, je pense qu'il faut... On apprend ça quand on se parle. On va passer au dernier volet de l'émission. Promis, on va parler des pesticides, parce qu'on va parler de la gestion de l'eau potable, l'eau qu'on boit tous les jours à notre robinet. Est-ce qu'il peut y avoir un jour pénurie? Est-ce que le prix est justifié? Pour quelle qualité? Certains polluants sont toujours très présents dans nos sols. Il faut quand même continuer à fournir le service. Alors, il y a des dérogations. C'est le cas dans le secteur de Saint-Savin dans la Vienne. Voici un reportage diffusé en mai dernier par François Poitou-Charentes, François Bombard et Antoine Morel. Depuis le mois de novembre, cet habitant de Hins dans la Vienne ne boit plus l'eau du robinet. Non. C'est uniquement pour se laver les mains et prendre la douche. Par courrier, Michel Rideau a appris que des traces d'atrazine, un dérivé d'herbicide interdit depuis 2003, dépassaient la norme qualité. Quand on a reçu la facture, oui, il y avait une note, enfin les analyses, et à ce moment-là, ça a fait un tilt, quoi. J'ai dit on arrête tout parce que je veux pas, j'ai ma santé. Puis je pense aussi les petits enfants quand ils sont en vacances ici, on peut pas leur donner ce genre d'eau. Dans le secteur de Saint-Savin, si certains habitants s'inquiètent, c'est que l'eau potable fait désormais l'objet d'une dérogation sur 6 communes. La préfecture de la Vienne a en effet autorisé à ce que les teneurs en atrazine des éthyles excèdent les 0,1 microgrammes par litre, normalement autorisés. Une valeur qui reste toutefois inférieure au seuil de 60 microgrammes retenu par l'autorité sanitaire. Il n'y a pas de risque sanitaire à 60 microgrammes litre, même si on en consommait pendant 60 ans 2 litres par jour. Ceci dit, trouver des pesticides dans l'eau, c'est pas normal. Donc c'est pour ça que ce 0,1 aussi avait été fixé par précaution. Cette atrazine est bien connue des chercheurs. Comme de nombreuses autres molécules, elle se retrouve longtemps après son utilisation. Interdite depuis 15 ans pour sa toxicité, elle s'ajoute à plus de 220 produits que l'on retrouve dans notre eau. Des substances dont les scientifiques ne peuvent aujourd'hui exclure totalement la dangerosité. Le problème derrière, c'est pas tant finalement la quantité totale, c'est cet effet cocktail, c'est-à-dire de savoir si finalement, même à l'état infime, l'ensemble de ces substances dans lesquelles on est, on va dire, plus ou moins en contact, peut conduire finalement à l'émergence d'une pathologie, parce que mélangées entre elles, leurs effets vont soit s'additionner, soit finalement se catalyser les uns avec les autres. Aujourd'hui, ce cocktail de perturbateurs endocriniens inquiète chercheurs, associations de médecins, de malades et de citoyens. Regroupés dans le réseau Environnement Santé, ils appellent notamment à revoir ces normes, établies il y a plusieurs décennies. Elles sont obsolètes du fait maintenant de la connaissance de la perturbation endocrinienne. S'il y a des articles scientifiques régulièrement, de plus en plus, sur différents sujets des perturbateurs endocriniens, leurs effets au niveau des pathologies, eh bien donc il faut qu'on remette à plat toutes ces questions-là. En attendant, face à cette pollution d'origine agricole, le syndicat d'eau a été sommé d'agir par la préfecture de la Vienne. Pour continuer d'utiliser l'eau du captage incriminé, il va falloir la mélanger avec une eau prélevée à quelques kilomètres. On va mobiliser 2 ressources d'un territoire voisin, du comité local de Navy-la-Bussière. Et sur ce territoire, on a 2 ressources qui sont indemnes de pesticides. Et donc on va pomper au pied d'un réservoir ces eaux pour les acheminer dans les réservoirs du comité local de Saint-Savin. 10 kilomètres de canalisation devront être installés pour une facture évaluée à 2 millions d'euros. Une solution qui ne permettra pas toutefois de faire disparaître totalement les traces de centaines de molécules dans l'eau potable de Saint-Savin. Alors Jean-Claude Allouin, ça se passe chez vous dans la Vienne et ce n'est pas la seule dérogation. Non, depuis Saint-Savin, il y a 6 autres points de prélèvement dans le département qui sont en demande de dérogation pour dépassement des normes relatives aux pesticides. C'est quand même très inquiétant. Oui, c'est pas rassurant. Et en plus, si vous voulez, c'est un phénomène qui possiblement va s'aggraver. Il n'y a pas trop de solutions. Haute-Vienne ne sait pas encore exactement comment faire. Là, pour Saint-Savin, ils ont décidé de mélanger, c'est ce qu'ils peuvent faire, mais ils risquent d'être obligés de mettre en place des stations de dépollution de l'eau, avec un coût faramineux. Et la cause, c'est quand même l'utilisation des pesticides par l'agriculture. Et il n'y a pas moyen d'avancer sur une baisse
de l'utilisation de ces produits. Delphine Batho, vous étiez presque en colère quand vous avez vu le reportage. Oui, parce que, en fait, compte tenu de ce qu'on sait sur l'atrazine, signer un arrêté de cette nature me paraît relever de la mise en danger de la vie d'autrui. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Ça me paraît totalement attaquable au tribunal. L'État ne peut pas prendre des décisions de cette nature. En fait, vous avez eu la gentillesse de... C'est ce qui relie tout, en fait. Et je veux parler des Deux-Sèvres parce que ça va permettre de comprendre. On est sur un territoire où c'est chez nous qu'on mesure les 80% d'insectes en moins, les 1/3 d'oiseaux en moins au CNRS de Chizé. C'est l'effondrement dont vous parlez. C'est l'effondrement de la biodiversité. On a aujourd'hui en France, et malheureusement les Deux-Sèvres n'y échappent pas, 93% des cours d'eau pollués par les pesticides, à peu près pareil pour les nappes phréatiques. Nous, dans les Deux-Sèvres, on a ce qu'on appelle des captages prioritaires pour l'eau potable, c'est-à-dire des aires de captage particulièrement sensibles. Et sur le même territoire, je parlais des oiseaux en moins, il y a aussi des agriculteurs en moins. C'est-à-dire que ce modèle-là, c'est pas du point de vue socio-économique, du point de vue du travail agricole, il n'est pas non plus épanouissant. Et ce que je constate, moi, parmi les agriculteurs qui, depuis 6 mois, 1 an et demi, qui changent de modèle, qui convertissent une partie de leur exploitation ou en totalité au bio, c'est qu'ils retrouvent aussi une sorte de relation à la société au travers de leur métier qui est satisfaisante, qui est épanouissante, dans lequel ils trouvent une reconnaissance de la société. Donc les pesticides, ils doivent être interdits à l'échelle nationale, en priorité tous ceux dont on sait notoirement qu'ils sont dangereux pour la santé humaine. Et 2, il faut une stratégie agroéconomique pour accompagner le monde agricole dans cette sortie. Et ce qu'on veut tester dans les Deux-Sèvres dans le cadre du protocole, et moi je serai assez intraitable sur le fait que ça se fasse, d'ailleurs je serai vigilante sur tout. Moi je considère qu'aujourd'hui on est à une étape, que c'est un combat de tous les jours de faire que ça aille dans le bon sens. C'est un rapport de force qui nous a conduit là où on en est aujourd'hui, et cette vigilance citoyenne, et en tout cas en ce qui me concerne comme élu, va continuer. Mais ce qu'on veut tester, c'est parce que quand on a les débats sur la sortie des pesticides, souvent, alors, est-ce qu'il faudrait remplacer par une autre molécule chimique ? Ben non. Est-ce qu'il faut... Et en fait, ce qu'on veut expérimenter, c'est l'alternative aux pesticides par un système de mutuelle d'assurance sociale, c'est-à-dire par l'innovation sociale, que les agriculteurs s'assurent collectivement contre le risque ravageur, en fait, contre un risque de perte de récolte, non pas en mettant des produits chimiques qui sont dangereux, mais par un système de caisse mutuelle. Et on voudrait tester, être les premiers à tester ça à l'échelle nationale avec les scientifiques du CNRS de Chizé. C'est une question bien plus terre à terre de ma part. Mais en attendant, on fait quoi ? Est-ce que je bois de l'eau du robinet ? Est-ce que je bois de l'eau en bouteille ? Est-ce que je bois de l'eau Il n'y a pas le choix par rapport à l'eau du robinet, mais il faut boire de l'eau du robinet, mais il faut s'attaquer au sujet. Il faut l'attaquer, encore une fois, j'ai parlé de causes et de conséquences, il faut s'attaquer à la cause dès le début. Sur la qualité de l'eau, je rappelle, et je remets la petite musique à côté de l'oreille, argent public, je rappelle qu'une étude du CGEDD, Conseil général de l'écologie et du développement durable, que Delphine connaît bien, puisque c'était sous sa tutelle quand elle était ministre de l'écologie, publie un rapport en octobre 2011 sur le coût des pollutions agricoles sur la ressource en eau. Et là, ça laisse rêveur. C'est-à-dire que le CGEDD nous explique que le poids économique de la pollution par l'agriculture sur la ressource en eau oscille entre 54 et 91 milliards d'euros chaque année, entre 5 et 9 fois la PAC. Imaginez 2 minutes dans les politiques publiques. Si demain on s'autorise à prendre cette enveloppe qu'on utilise aujourd'hui dans des logiques curatives pour nettoyer l'eau, comme ça a été expliqué, diluer en faisant des canalisations pour interconnecter des forages. Si demain on utilise cet argent public disponible, engagé sur des logiques curatives, on les engage pour accompagner l'agriculture dont vient parler Delphine et dont le CNRS de Chizé fait la probante démonstration qu'on peut produire autant, voire plus, avec beaucoup moins, voire plus de pesticides. Et bien là, on a un outil redoutable pour accompagner la transition économique et la transition agricole vers l'agroécologie, qui n'a plus recours aux pesticides et sans utiliser 1 euro supplémentaire d'argent public, entre 5 et 9 fois la PAC. Ça laisse rêveur. Aujourd'hui, qui paye la dépollution ? L'un des moyens de protéger la ressource en eau, c'est d'avoir des espaces dans lesquels on n'utilise absolument pas de pesticides. Bien sûr. Bon. Mais pourquoi ne pas utiliser une bonne partie de l'argent qui est prévu pour les bassines pour acheter des terrains ?
acheter des terres et pour qu'il y ait beaucoup moins de pesticides. Parce que la solution, moi je veux répondre là-dessus, parce que la solution, à mon avis, n'est pas une économie administrée, et parce qu'il faut savoir répondre. Moi, l'autre jour, j'ai organisé une réunion avec Mangeons Bio ensemble en Poitou-Charentes et la FRAB, parce que j'ai fait voter, vous savez, l'obligation d'agriculture biologique et de produits locaux dans les écoles, dans les cantines des écoles. Il y avait un maraîcher bio qui était là, qui a interpellé toute la salle en disant mais dites-moi, comment on fait du maraîchage bio sans eau ? Moi, si j'ai pas d'accès à l'eau, si j'ai pas accès à l'irrigation, je peux pas faire de maraîchage bio. Donc c'est pas si simple que ça. Ça c'est la réalité. J'ai pas dit que c'était simple. Mais sur le partage d'eau, il y a une dimension qui est absolument anormale dans le projet de la Vienne, c'est que ça crée différentes catégories. Ouais. Il y a ceux qui ne sont pas adhérents aux coopératives de l'eau. Dans ceux qui sont adhérents, il y a les raccordés, les non raccordés aux bassines. Ouais. Les raccordés auront toujours de l'eau. Les non-raccordés pourront être soumis aux coupures. Et en plus, la répartition géographique... Ouais, la différence chez nous, c'est qu'on ne peut pas être irrigant si on n'est pas adhérent de la COP de l'eau. C'est l'État qui donne les autorisations. J'ai une autre chose à dire, c'est qu'il y a aussi des volumes très, très différents attribués aux irrigants. Il y a des irrigants qui sont à la tête de 3 exploitations. Sur un sous-bassin, il va avoir celui-là 25%. Des bassines. Je voudrais qu'on entende... et sur un autre sous-bassin, les bassines sont tellement dimensionnées qu'ils vont doubler le volume d'eau utilisable l'été. Je voudrais qu'on entende Monsieur Boudot sur les pesticides utilisés par l'agriculture conventionnelle. Donc. Ouais, je voudrais revenir, évoquer 2 idées. La première, c'est ce qu'on a un peu expertisé. On voit, je parlais tout à l'heure de l'augmentation du bio à venir. J'ai oublié de rajouter le fait que donc nous dans notre projet c'est unique, l'accès à l'eau est conditionné à des évolutions de pratiques et notamment baisse d'utilisation de pesticides. Une fois qu'on a dit ça, c'est qu'en fait il y a une proportion, un pourcentage il y a une opportunité qu'on prend de toute façon de faire une transition sur le bio pour un certain nombre et plutôt des agriculteurs qui le souhaitent volontairement parce que c'est quand même quelque chose qui ne s'improvise pas. Et pour les autres, moi, je parle plutôt d'une 3e voie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle souvent de bio et de conventionnel. L'enjeu de ce projet, notamment sur cette partie-là et la qualité de l'eau, c'est d'avoir un mécanisme réglementaire qui est imparable, c'est obligatoire. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est obligatoire. C'est aussi d'accompagner les agriculteurs à le faire, de les engager sur une 3e voie, qui est celle de la réduction des pesticides pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et aussi, juste une 2e idée, on est quand même, nous, agriculteurs, confrontés, quelque part en France, à une injonction contradictoire entre le débat qu'on vient d'avoir et l'attente très forte, et on la comprend, on est nous aussi citoyens, nos enfants mangent, on mange, on boit l'eau du robinet aussi, donc une attente particulière sur la qualité de l'eau et qu'elle ne soit pas polluée par des pesticides, mais aussi une politique d'une manière générale qui nous met en concurrence avec... alors je ne suis pas du genre à dénoncer les échanges avec l'extérieur, on en profite et on a des intérêts aussi à exporter. Par contre, à un moment donné, il faut un minimum de cohérence. La pression qui est mise sur l'agriculture française pour être propre et réduire sa consommation de pesticides, je peux l'entendre, mais quand dans le même temps, on ouvre à tout va les portes à des produits qui n'ont rien à voir en termes de normes, eh bien, on pourra à un moment prendre du financement public pour acheter des terrains et dire aux agriculteurs, là, vous ne faites rien, on va vous dire ce que vous allez à faire. Et dans le même temps, on fera rentrer tout et n'importe quoi. Donc je préfère qu'on soit dans une approche pragmatique, qu'on accompagne les agriculteurs pour que le changement se fasse. Parce qu'il y a un moment où on peut le dire et ça ne se fait pas. Là l'idée du protocole et l'esprit dans lequel on est, c'est que le changement, il est en train de s'opérer, qu'il s'accélère, qu'il se fasse, et qu'en même temps, on ait un minimum de cohérence en politique publique, qu'on produise chez nous des choses qu'on n'est pas obligé d'importer, comme des protéines ou... Alors là, j'ouvre un autre débat, mais vraiment, c'est un changement qui est assez long. Vous, dans votre manifeste, vous parlez d'un changement de paradigme total. Oui, il faut renverser la table. Est-ce que c'est possible ? Bien sûr. C'est non seulement possible, mais c'est urgent, parce que la situation devient catastrophique et ce qu'on est en train de vivre en termes de biodiversité, en termes de dérèglement du climat,
et d'une violence inouïe et s'accélère. Mais juste un mot sur ce que vient de dire Thierry Boudot sur les pesticides. Moi, tous les amendements que j'ai faits à l'Assemblée nationale pour interdire le glyphosate et tous les produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, parce que je considère qu'aujourd'hui, il y a une hypocrisie. Les produits sont autorisés, puis la puissance publique dit aux agriculteurs, c'est à vous de faire des efforts et d'en mettre moins. Non, si c'est dangereux, c'est interdit. J'ai fait les mêmes amendements pour interdire l'importation en France des produits traités avec ces mêmes substances, la commercialisation en France de produits traités avec les mêmes substances. Parce que ce qui est dit sur cette question de la cohérence, elle est incontournable. Et sur l'atrazine dont on parlait tout à l'heure, on a quand même découvert qu'on était dans une situation où, alors que c'était interdit en France depuis des années, 2003, il y avait des usines en France qui fabriquaient de l'atrazine pour le vendre dans d'autres pays dans le monde. Ça, c'est plus possible. Et ça me semble normal que les agriculteurs disent « nous, on veut bien jouer le jeu, mais à condition qu'il y ait cette cohérence, parce que sinon, on se sent pas soutenu, on se sent pas encouragé dans cette logique. Ça, je pense que c'est une exigence qu'on devrait tous partager. Est-ce qu'il y a un risque de pénurie d'eau à l'avenir, vu comment on la traite ? Oui. Dans les documents du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau de la Vienne, il est explicitement envisagé l'hypothèse d'une coupure d'eau l'été à Poitiers. Cela tient au fait que la majorité de l'eau potable qui est distribuée à Poitiers provient du Clain. Et elle est traitée. Alors, elle est mélangée avec d'autres sources, mais c'est le Clain. Si jamais il y a un gros accident et que l'eau du Clain est polluée, ça ne sera pas possible. C'est pour ça, pour revenir juste, Benoît, je me tais, mais pour revenir à votre question du tout début de l'émission sur qu'est-ce que c'est que cette histoire de retenue, on a besoin que les nappes et les rivières soient très, très hautes l'hiver. Mais une fois qu'on passe le niveau dont on a besoin, l'eau qui est au-dessus, la prendre, la stocker pour faire ce qu'on va faire chez nous, c'est-à-dire, par exemple, réduire de 40% les prélèvements au printemps et en été par rapport à ces risques de pénurie et de coupure, c'est pas anodin. Voilà. Et concrètement, sur les nappes phréatiques dont on parle, on a des endroits où il va y avoir une augmentation très substantielle par rapport à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc je sais que c'est pas facile à entendre parce que le concept de substitution, il est pas évident, mais ça tient la route. Voilà. Le rapport à Climatera qui a été commandé par le président Rousset à la région Nouvelle-Aquitaine parle de cette pénurie d'eau et annonce une potentielle pénurie d'eau à l'échéance 2050 de 1200 millions de mètres cubes, ce qui est colossal. Donc il y a un vrai sujet. Et pour autant, pour rassurer Thierry, il n'est pas question d'entretenir ce débat de façon manichéenne, qui pollue d'ailleurs le débat, qui consiste à dire irrigation ou pas irrigation. C'est complètement insensé. Et je pense que, ou j'ose espérer plutôt que plus personne est dans cette posture-là, parce que tu parlais de posture, Thierry, qui consiste à dire on ne veut pas d'irrigation, c'est pas le sujet. Et tu as fait la démonstration par quelques exemples que certaines productions nécessitaient de l'irrigation. Je le redis, pourquoi pas l'opportunité du stockage ? Après, il faudra savoir positionner le curseur pour accompagner aussi... Et à condition que ce ne soit pas la seule solution, c'est-à-dire... C'est ça, la solution unique et universelle, c'est pas... Oui, non, mais j'insiste sur ce que je disais sur les arbres et les haies. Mais bien sûr. On pourra, si vous voulez, on peut faire toutes les retenues du monde. Si on garde des paysages complètement ouverts, les terres sont desséchées. C'était la suite... L'arbre, c'est un climatiseur naturel, il stocke l'eau. C'était la suite de ma démonstration avec le fait que en adoptant des pratiques agroécologiques, y compris sur des frontières ouvertes, on trouve aussi des réponses économiques pour les agriculteurs, mais on trouve aussi des réponses au changement climatique. Et les sols qui augmentent de 4 pour 1000 leur taux de matière organique chaque année sont aussi des sols, parce qu'ils sont plus riches en matière organique, qui savent mieux stocker l'eau. Et donc là, encore une fois, on allume véritablement un cercle vertueux avec l'agroécologie. Il nous reste une minute, une question concrète aussi. L'eau de mer, on a quand même une façade énorme. La désalinisation, est-ce que c'est une bonne solution ? Non. Ça coûte très cher. Non. Pourquoi donc ? Mais parce qu'il faut arrêter avec ces logiques de fuite en avant. Pourquoi pas aller sur Mars aussi pendant qu'on y est ? C'est-à-dire on laisse tout gâcher sur Terre et puis on se raconte que l'espèce humaine va aller sur Mars. Non, on a des solutions à portée de main. Faut travailler pour ça tous dans le même sens. Le travail qui a été fait dans les Deux-Sèvres, il est unique à l'échelle nationale. Faut lui donner sa chance. On n'est pas sûr d'y arriver.
Mais il faut nous laisser essayer. Voilà, On parlait du faut Marais nous laisser Poitevin. essayer Merci de réussir. beaucoup. On a bien vu que les Deux-Sèvres allaient bientôt gérer la politique de l'eau. C'est peut-être une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Disputandum referme ses portes pour cette semaine. Rendez-vous mercredi prochain à 21h pour un nouveau débat. Très bonne soirée à tous.